bienvenue, Jacques Aristide avec vous, ravi de vous retrouver dans Le Monde aujourd'hui, préenregistré en télétravail en raison du Covid-19. À la une de l'actualité en ce mardi 28 avril. Le bloc ouest-africain UEMOA suspend son plan de convergence pour faire face à la crise du coronavirus. Un mois de Ramadan sous le signe du coronavirus en République démocratique du Congo, comme dans d'autres pays africains, mais aussi ailleurs dans le monde. Reportage tout à l'heure chez une famille musulmane à Kinshasa. La Chine dénonce ce qu'elle qualifie de mensonge éhonté des États-Unis au lendemain de nouvelles accusations de Donald Trump contre Pékin qui aurait mal géré la crise sanitaire mondiale et pourrait donc avoir à s'acquitter de dédommagements très élevés d'après le président américain. D'emblée, les derniers développements liés au coronavirus en Afrique, les 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, ou l'UEMOA, ont décidé de suspendre leur pacte de convergence lors d'un sommet extraordinaire afin d'affronter la crise du coronavirus. Le monde va devoir faire face à une crise économique sans précédent depuis celle de 1929. Les pays de notre Union ne seront pas épargnés. En agissant unis et solidaires, nous renforcerons notre résilience face à cette crise, a déclaré le président Mahamadou Issoufou lors du sommet par visioconférence. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari annonce un déconfinement progressif dans le pays à partir du 4 mai, mais imposera un couvre-feu nocturne et le port du masque. Les frontières inter-États resteront fermées, sauf pour les besoins de première nécessité, d'après le chef de l'État. Ces nouvelles mesures ne s'appliqueront toutefois pas à l'État de Kano, qui a enregistré ces derniers jours un grand nombre de morts qualifiées de mystérieuses, qui sont encore en cours d'autopsie. Pour sa part, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé la levée très progressive à partir de ce vendredi du confinement imposé à ses 57 millions de compatriotes le 27 mars dernier. Au Botswana, les mesures de confinement dans le pays en raison de l'épidémie du nouveau coronavirus seront prolongées jusqu'au 7 mai, annonce hier du chef de l'État Mokwetsi Masisi. Le Soudan risque un désastre humanitaire provoqué par le Covid-19 si les sanctions à son encontre ne sont pas levées et s'il ne reçoit pas d'aide financière. C'est l'avertissement de l'ONU ce mardi. Sans ce soutien international, l'actuelle transition du pays vers un État démocratique et stable risque d'être anéantie, estime Michelle Bachelet, haut-commissaire de l'ONU pour les droits de l'homme. En Égypte, le président Abdel Fattah al-Sisi a quant à lui renouvelé aujourd'hui l'état d'urgence dans son pays pour 3 mois en raison de la situation sécuritaire et sanitaire critique, dit-il. Au Mali, le personnel du principal hôpital de la ville de Kaï, dans l'ouest du pays, crie à l'aide. Malgré la présence des forces de l'ordre, des manifestants se sont regroupés hier pour dénoncer le manque de moyens et de matériel adéquat pour mener la lutte contre la pandémie de Covid-19 et surtout protéger le personnel soignant. Selon le docteur Touré Sidi Mohamed, pédiatre et secrétaire général du syndicat des médecins de l'hôpital, le gouvernement doit venir urgemment à leur secours. Il est au micro d'Arsoma Compaoré. Aujourd'hui, si un malade tombe, ce serait difficile. On a besoin des radios mobiles, on a besoin des appareils d'ECG. Il y a plein de choses. Le Mali a été un des derniers pays à avoir des cas. Donc, on ne peut pas être aussi surpris que ça. Mais c'est ça la réalité. Il y a des masques qui sont là souvent qui ne sont pas adaptés. On peut le porter en ville, mais on ne peut pas le porter en face d'un cas positif. Les combinaisons qu'ils nous donnent, c'est ce qu'on voit filer là, comme les cosmonautes là. Mais par exemple, un malade qui doit être examiné par un cardiologue, un neurologue, il a besoin de tenues qui lui permettent d'avoir plus de repos et d'être à l'aise. Les combinaisons qu'on donne, même l'œil s'est fermé, donc on ne peut même pas mettre de stéto. Donc soit c'est des malades qu'on ne peut pas l'examiner médicalement comme ça se doit, avec ces combinaisons. Il faut voir des malades
au minimum 2-3 personnes qui s'habillent. Et s'ils doivent le voir 3 fois par jour ou 4 fois par jour, ça veut dire chaque fois qu'ils rentrent, ils doivent s'habiller. Donc, chaque malade, dans la journée, on peut utiliser 12 combinaisons. Donc, il faut du matériel. Il faut du matériel. C'est aujourd'hui qu'on a appris que l'État vient d'octroyer 80 millions à l'hôpital. C'est une commande nationale. Donc, si c'est au niveau de Bamako, il faut qu'ils nous envoient le matériel. Quand l'État dit on est prêt, on est en train de faire, et qu'après nous, si nous avons la main dedans, on dit que ça ne va pas, il ne faut pas que ça se dise. Donc, si l'État ne vient pas vite en aide, si on continue à utiliser le fonds de l'hôpital, ça veut dire qu'en fin du mois de mai, ceux qui sont contactés, on aura du mal à les payer. Donc, c'est un peu ça. Il faut qu'ils nous trouvent les moyens pour qu'ils se protéger, pour qu'on puisse faire ce travail-là correctement. Et sinon, les gens sont prêts à le faire. Et ils sont dévoués pour ça. En République démocratique du Congo, la communauté musulmane a entamé son premier ramadan sous les lois du confinement. Anastasie Tudièche a été reçue dans une famille au moment de la rupture du jeûne. Le mois de ramadan est trop significatif pour nous musulmans. C'est le mois de l'unité. Donc le fait de ne pas se rencontrer ensemble, de ne pas se rassembler dans la mosquée, ça vraiment, ça diminue quelque part. Donc il y a des gens qui se disent, est-ce que réellement nous sommes pendant le mois de Ramadan? Parce qu'on n'a jamais vécu cette ambiance-là. L'imam Famba officie depuis 10 ans à la mosquée centrale de Kinshasa, l'une des premières de la ville, qui peut recevoir jusqu'à 1500 fidèles. Depuis le 18 mars, les rassemblements dans les lieux de culte sont officiellement interdits en RDC. À la mosquée, l'imam et ses prédicateurs ont pris acte. Nous avons donné des orientations aux fidèles. D'ailleurs, ce sont des enseignements de notre saint prophète. Quand il y a des pandémies, quand il y a des calamités, donc il faut que vous restez à la maison et faites tout dans la maison. Faites de sorte que votre maison soit une place agréable pour faire tout ce que vous voulez. Déjà, dans ce pays, on souffre et on rencontre toutes sortes de problèmes. Il y en a pour qui avoir de quoi manger est tout un problème. Nous sommes dans le mois du carême. C'est le mois de la générosité, de l'empathie. Donc celui qui a un peu, partage avec les autres. Ça nous apporte des bénédictions divines. Aladji Mekoudi est électronicien. Ce père de 8 enfants a tout préparé avec sa femme, qui n'a pas souhaité être filmée, pour recevoir quelques amis chez lui, pour un iftar inédit qu'il a en commun avec les quelques 10 millions de musulmans que compte la RDC. Il déplore de ne plus pouvoir aller à la mosquée, mais se montre serein quant aux mesures prises face au virus. Et puis en islam, nous avons des règles d'hygiène. Se laver tout le temps les mains, avant de manger, après les toilettes, des ablutions. Toujours des ablutions. Ici, pas de masque ni de distance, c'est la prière. D'ailleurs, pour Aladji, plus que l'observation scrupuleuse des gestes barrières, c'est la foi qui sauvera le pays. Nous sommes convaincus que si Dieu a donné la maladie, il donnera aussi le remède. Nous avons connu tant d'épidémies dans ce pays. Le choléra, l'Ebola. On va peut-être se rendre compte que le remède au Covid-19 est là, juste à côté de nous. Sans nul doute une prière que les musulmans du Congo auront en partage en ce mois de Ramadan avec le reste du pays. Anastasie Tudièche pour VOA Afrique, Kinshasa. Dans la foulée de plusieurs pays européens, la France et l'Espagne, pays parmi les plus meurtris par le coronavirus, présentent aujourd'hui leur plan de déconfinement progressif sous la pression de populations souvent impatientes, mais toujours à la merci d'une recrudescence de la pandémie. Le bilan humain reste très lourd en Europe, avec près de 127 000 morts. Les pays les plus affectés, l'Italie, l'Espagne, la France et le Royaume-Uni.
Toutefois, avec près d'un tiers des cas et plus de 56 000 des 211 000 victimes mondiales, les États-Unis sont de loin le pays le plus touché au monde. Le président américain a renoué hier avec son point de presse quasi quotidien à la Maison-Blanche, avec des attaques contre la Chine, où est apparu le virus fin l'année dernière. La maladie aurait pu être arrêtée à la source, a-t-il déclaré, en évoquant une possible demande de réparation de plusieurs milliards de dollars. Le ministère chinois des Affaires étrangères a dénoncé des mensonges éhontés des responsables politiques américains qui n'ont qu'un objectif, s'exonérer de toute responsabilité pour leur propre gestion de l'épidémie et détourner l'attention, dit-il. L'épidémie en Chine, à présent jugulée, a contaminé près de 83 000 personnes dans le pays et fait officiellement 4 633 morts, un bilan mis en doute par les États-Unis. Après des semaines de crise suite au nouveau coronavirus, les médecins commencent à tirer les premiers enseignements de la pandémie. Des mesures de prévention à la prise en charge, en passant par les bonnes pratiques respiratoires. Les spécialistes de différentes institutions hospitalières américaines répertorient les leçons et les bons gestes. Les détails avec Didi Diko. De New York à Los Angeles, les médecins américains s'accordent à dire que la menace du nouveau coronavirus a largement été sous-estimée. Une meilleure évaluation des risques aurait, selon eux, permis de prévenir une si forte propagation, en particulier chez les personnes du troisième âge. According to the Centers for Disease Control and Prevention, 80% of the mortality has been in patients. Selon le Centre de contrôle et de prévention des maladies, 80% de la mortalité a été observée chez les patients de 60 ans et plus. Ce chiffre est similaire à celui de la grippe, où 90% de la mortalité concerne les patients de ces tranches d'âge. Nous n'avons tout simplement pas réalisé assez tôt à quel point le Covid-19 serait grave chez les patients âgés. Si nous avions su cela plus tôt, nous aurions pu mettre en place des mesures de contrôle plus restrictives pour empêcher l'exposition de ce groupe très à risque et nous aurions également pu identifier en amont les procédures de prise en charge nécessaires pour ce groupe particulier afin de prévenir les complications. Au-delà de l'aspect préventif, la préoccupation majeure des médecins est la prise en charge des patients. Étant donné qu'il n'existe pas de vaccin ni de réel traitement pour l'instant, il est nécessaire de trouver des techniques et des astuces pour permettre aux malades de respirer. Je pense que ce que nous comprenons maintenant, c'est que certaines des personnes arrivant avec un faible niveau d'oxygénation des poumons peuvent attendre un peu. On peut d'abord les garder en observation, même si leurs niveaux d'oxygène sont plus bas que la normale, au lieu de les intuber directement. Mais pour les cas sévères, les exigences sont différentes. L'intubation est primordiale, d'où l'importance des respirateurs. Les personnes qui arrivent avec une détresse respiratoire très avancée doivent être intubées. Il n'y a pas d'autre alternative. Si vous ne les intubez pas, elles meurent. Le manque de respirateurs est devenu le symbole de l'absence de préparation face au nouveau coronavirus. Le Dr Haif explique comment éviter l'utilisation de cette machine en mettant le patient allongé sur son ventre. L'idée est que les poumons fonctionnent comme une éponge. Si vous vous allongez sur le dos pendant trop longtemps, la gravité tire en quelque sorte toutes les sécrétions et les liquides vers une même partie du poumon. Du coup, en renversant les patients, vous arrivez à libérer cet espace à l'avant du torse pour permettre aux poumons de s'ouvrir, de se dilater et donc d'avoir une meilleure oxygénation. Avec le nombre d'hospitalisations qui commence à baisser à New York, les médecins commencent à s'interroger sur la possible surutilisation des respirateurs pour les cas légers de Covid-19. Retour en Afrique, des rebelles hutus-rwandais opérant dans l'est de la République démocratique du Congo ont nié toute responsabilité dans l'embuscade qui a tué vendredi dernier 17 personnes, dont 12 rangers du parc national des Virunga, en accusant le régime de Kigali. Les forces démocratiques de libération du Rwanda, les FDLR, disent condamner sans réserve cette attaque ignoble et informent l'opinion nationale qu'elles n'ont rien à voir avec ces forfaits. Le président rwandais, Paul Kagame, a lui affirmé hier que contrairement à des rumeurs persistantes, son pays n'a déployé aucun soldat en RDC pour lutter contre des groupes rebelles. Vous regardez Le Monde aujourd'hui, une émission de VOA Afrique. Yo, check it out, man. This is Burkina Faso alongside Nigeria. We're
Il est l'heure maintenant de vous proposer la rubrique hebdomadaire de l'économie, comme chaque mardi, et nous retrouvons Eric Manirakiza qui nous parle d'abord d'un retour à la normale du trafic aérien envisageable dans 2 ou 3 ans selon Boeing. Le trafic aérien mondial ne retrouvera pas son niveau d'avant la pandémie de coronavirus avant plusieurs années. Le patron de Boeing évoque une période de 2 à 3 ans. Lors de la réunion annuelle du groupe, il a dressé un tableau sombre des perspectives du secteur aérien en général et de Boeing en particulier. Il a annoncé qu'il faudrait de 3 à 5 ans avant que les dividendes de Boeing ne soient restaurés. L'avionneur américain subit de plein fouet les répercussions économiques de la crise du Covid-19. Ces difficultés s'ajoutent aux déboires de Boeing sur son 737 MAX, cloué au sol depuis plus d'1 an, après 2 accidents ayant fait 346 morts. L'avionneur américain craint de perdre des milliards de dollars supplémentaires à cause de la pandémie qui a mis un coup d'arrêt au transport mondial. Sa priorité semble être le remboursement des dettes et le maintien de la chaîne d'approvisionnement du groupe. La crise sanitaire ne ressemble à rien de ce que nous ayons connu auparavant. Cela prendra plusieurs années avant un retour du trafic aérien au niveau précédent, la pandémie. Nous savons que nous allons devoir emprunter de l'argent au cours des 6 prochains mois, a déclaré le patron de Boeing, David Calhoun. Le groupe devrait prochainement engager des discussions avant le Trésor américain pour d'éventuelles mesures fédérales de soutien économique. Boeing a déjà reçu environ 17 milliards de dollars via un plan de sauvetage titanesque approuvé fin mars, qui limite les dividendes et le rachat d'actions pour les entreprises recevant l'aide du gouvernement. L'avionneur américain doit faire part de ses résultats trimestriels le mercredi avant l'ouverture de Wall Street. Depuis le début de l'année, l'action de l'entreprise a perdu plus de 60% sur la place new-yorkaise, sa valeur boursière fondant de plus de 110 milliards de dollars. Sur le continent africain, en Angola, la compagnie pétrolière publique Sonangol vend une partie de ses actifs dans plusieurs sociétés en vue de se recentrer sur son cœur de métier. Cette restructuration entre dans le cadre du projet du président João Lourenço de modifier le visage de l'industrie pétrolière qui représente 90% des exportations du pays. João Lourenço a promis en 2017 de relancer l'économie de l'Angola. Son plan passe par l'austérité, des privatisations et la sortie du tout pétrole alors que les cours se sont effondrés. La production d'or noir de l'Angola a chuté à son plus bas niveau à une décennie. Selon la Banque mondiale, l'Angola sera l'un des pays d'Afrique subsaharienne les plus touchés sur le plan économique par la crise sanitaire en cours. Le prix du baril de pétrole américain de référence a plongé en dessous de $0 le baril pour la première fois de l'histoire. Il s'agit là du signe troublant d'une surabondance énergétique mondiale sans précédent causée par la pandémie de Covid-19. Le nouveau coronavirus a eu pour impact de ralentir les voyages et de freiner l'activité économique. Mais que signifient donc des prix négatifs du brut dans le monde réel? Les explications avec Didi Dico. À l'heure actuelle, un baril de pétrole américain ne vaut vraiment rien. En effet, cette semaine, le prix du baril de brut a chuté en dessous de $0 pour la première fois de son histoire.
Il s'agit là des prix du pétrole livré en mai, une baisse vertigineuse due aux retombées d'un excédent énergétique mondial. Mais qu'est-ce qu'un prix négatif du baril et qu'est-ce que cela signifie pour les entreprises et les consommateurs? Le WTI, ou West Texas Intermediate, est la référence utilisée pour le pétrole brut américain. Son prix varie généralement en fonction de l'équilibre entre l'offre et la demande. Des prix négatifs suggèrent que les investisseurs sont prêts à payer les gens afin qu'ils les débarrassent du pétrole en stock. Ces réserves sont dues à la forte baisse de la demande en pétrole et aux nombreuses fermetures de frontières, d'entreprises et de commerces qui figent ainsi l'économie mondiale. Aujourd'hui, quasiment personne ne conduit et personne ne prend l'avion, ce qui signifie que la production de carburant, donc l'offre, dépasse largement la demande. À l'image du Cushing en Oklahoma, le principal centre de stockage en Amérique qui regorge actuellement de pétrole indésirable. Les stocks de brut sont si élevés qu'il n'y a pas d'endroit pour les stocker. Du coup, à Cushing, il n'y a pas de stockage, quel que soit le prix. Mais qu'est-ce que cela signifie pour les consommateurs? Eh bien, ils pourraient être déçus d'apprendre que cela ne se traduira pas nécessairement par une bonne affaire à la pompe. Les experts expliquent qu'il est peu probable que le carburant soit distribué aux consommateurs, mais il y aura quand même des avantages pour les ménages. La baisse des prix du pétrole signifie qu'une famille américaine typique pourrait économiser environ 150 $ par mois sur l'achat de carburant. Quant au prix du baril de pétrole livré en juin, il se négocie toujours à près de 20 $. Selon les experts, ce prix est un indicateur plus fiable pour l'avenir. Un des secteurs qui pourrait bénéficier de la situation actuelle est celui de l'aviation, car le carburant représente l'un de leurs plus gros coûts. Mais la plupart des avions sont toujours cloués au sol, par conséquent, pour le moment, les avantages sont limités. Les grands consommateurs asiatiques comme la Chine et l'Inde pourraient aussi en sortir gagnants. Ils ont maintenant la possibilité de remplir leurs réserves de pétrole à des prix défiant toute concurrence. La crise liée au Covid-19 a bien sûr des répercussions économiques au niveau mondial. Le Sénégal n'est pas épargné. De nombreux domaines sont touchés, que ce soit dans le secteur formel ou informel. Les travailleurs indépendants ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage d'Alison et d'Alexis Lecogo. À Dakar, Aïda Camara a ouvert sa boutique de vêtements il y a tout juste 6 mois. Si l'activité a bien démarré, aujourd'hui elle est quasiment au point mort, faute de clients. De nombreuses entreprises nouvellement créées peinent à faire face à la crise actuelle et ne disposent pas suffisamment de trésorerie pour couvrir leurs charges. Aïda, elle, a du mal à payer le loyer de sa boutique. C'est assez compliqué de pouvoir payer ses charges. C'est difficile même et j'ai dû demander aussi aux employés de rester chez eux pour l'instant et que l'on fonctionne sur commande. C'est quand même assez difficile parce que les gens ne pensent plus trop à acheter des habits mais beaucoup plus à se nourrir. Donc c'est un peu compliqué mais on essaie de maintenir le cap. Dans le transport également, l'activité tourne au ralenti. El Hadj Malik Sogué est chauffeur de taxi. En temps normal, une grande partie de ses revenus provient des trajets entre la ville et l'aéroport. Mais depuis plus d'un mois, les frontières sont fermées en raison de la pandémie. Aujourd'hui, avec son taxi, El Hadj gagne à peine 10 000 francs CFA par jour, soit une quinzaine de $, mais plus de la moitié de cette somme est dépensée en carburant. C'est trop dur, on roule des heures, des fois 3 heures de temps sans avoir de clients. Là, actuellement, c'est pas facile, quoi. Des fois, même si on tombe en panne, là, on risque de ne pas avoir de quoi dépanner. Parce qu'il n'y a plus de clients, quoi. On roule, on dépense notre gasoil et on fait pour rien, quoi. Dexter est danseur professionnel de hip-hop. Dans le domaine des arts du spectacle, tout est complètement à l'arrêt. Les contrats ont été annulés et impossible pour Dexter de se réunir avec ses collègues pour faire avancer des projets. Sa seule activité, poster des vidéos sur les réseaux sociaux afin de maintenir un lien avec l'extérieur. Nous, on ne gagne pas par mois, on gagne par projet qu'on présente ou par contrat. Et vu qu'il n'y a pas de rassemblement, donc il n'y a pas de clip, pas de cours, donc pas d'élèves. Et au Sénégal, il n'y a pas vraiment de cours en ligne.
les gens ne sont pas vraiment aptes à prendre des cours en ligne. Il n'y a pas beaucoup qui sont motivés pour faire ça, prendre des cours en ligne. Donc en gros, pour moi, c'est la catastrophe. Le gouvernement du Sénégal a annoncé plusieurs mesures sociales, dont le paiement par l'État des factures d'électricité et d'eau des ménages les plus pauvres. Mais pour de nombreux acteurs économiques, rien ne compensera les pertes occasionnées par plusieurs mois d'inactivité. Alison Likogo-Fernandez pour VOA Afrique, Dakar. On connaît le Nigeria pour son Hollywood, mais très peu pour sa production de films d'animation, pourtant en plein essor. Pour le célèbre cinéaste nigérian Niyi Akinmolayan, dont la maison de production Antil Productions en a fait une spécialité, l'inspiration lui est venue après avoir essayé à plusieurs reprises d'expliquer le confinement à son fils de 5 ans. Il a créé une vidéo d'animation de 90 secondes en 6 langues pour aider les enfants à comprendre pourquoi ils doivent être à la maison pendant la pandémie, coupés de l'école et de leurs amis. Arzuma Compaoré. Comprendre le nouveau coronavirus peut être difficile si vous êtes un enfant, mais cela aide si votre père est un célèbre cinéaste nigérien. Niyi Akinmolayan a réalisé ce dessin animé après plusieurs tentatives d'explication à son fils de 5 ans. J'ai dû changer de récit pour que mon fils finisse par comprendre. Je lui ai dit que le coronavirus ressemble en fait à un gros monstre et qu'il est là-bas dans la rue. Et si l'on sort, il nous attrapera. Et il a dit d'accord, mais papa, nous pouvons y aller ensemble avec maman. J'ai dit non, s'il attrape papa et maman, tu ne verras plus papa et maman plus jamais. Et j'ai mentionné son casse-croûte préféré et tout, et là, il a bien compris. What will happen? You will bring the coronavirus home and then infect everyone. Mommy will be sick, no more jollof rice. Huh? Daddy will be sick, no more going out to see movies. Oh no, not the movies, no! La vidéo de 90 secondes est distribuée gratuitement et peut être téléchargée en anglais, Igbo, Yoruba, Hausa, français et Swahili. Depuis sa sortie, il y a une semaine, Niyi dit qu'il a reçu des centaines de milliers de téléchargements et il reçoit des commentaires positifs des parents et surtout des enfants. Ce que j'ai préféré, c'est quand le garçon a ouvert la porte et a vu le coronavirus, le monstre à l'extérieur, et qu'il a claqué la porte et a dû rebrousser chemin. Et maintenant, je sais que ce n'est pas le bon moment pour aller quelque part au dehors. Now I know that this is not the right time to go anywhere or outside. La vidéo raconte l'histoire de 2 frères et sœurs, Habib et Funke. Habib en a assez de rester à la maison et décide de s'éclipser pour jouer au football. Sa sœur aînée, Funke, l'interdit de ne pas sortir, mais il insiste, seulement pour être confronté à un monstre. Akinmolayan a réalisé l'animation par l'intermédiaire de sa société de production, Ant Hill Studios, avec une équipe de 10 personnes, travaillant séparément de leur domicile. Ce succès, ce n'est pas une surprise pour Niyi, lui qui est surtout connu pour avoir réalisé The Wedding Party 2, le film le plus rentable du Nigeria à ce jour. Je pense que l'animation est importante. En fait, je pense que c'est probablement l'outil le plus précieux à utiliser pendant cette pandémie. C'est probablement la seule chose que nous pouvons créer à distance. Vous savez que si vous voulez faire une publicité maintenant ou un message d'intérêt public avec de vraies personnes, cela ne sera pas possible avec des caméras et tout ça. Alors, ça vous montre à quel point l'animation peut être puissante. You're just making it up. No, I'm not. Yes, you are. See for yourself. À la date du 19 avril, le Nigeria avait enregistré au moins 627 cas de Covid-19 avec 21 personnes décédées, dont le chef du cabinet du président. Pour Niyi Akinmolayan, dans un monde de couvre-feu et de distanciation physique, l'animation reste un outil puissant dont il faut profiter, surtout pour communiquer avec les enfants. Et voilà, point final à ce journal. Merci à toute l'équipe et un grand merci à vous d'avoir été des nôtres ce soir. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Je vous souhaite une très belle soirée. Prenez bien soin de vous. Take care. À demain.